Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout. C'est un plaisir de vous retrouver pour 3 thématiques avec 3 spécialistes. D'abord, fratrie, quand la rivalité nous tient, on en parle dans un petit moment et surtout comment lutter contre ce type de mécanisme. Ensuite, avec cette question, faut-il être l'ami de son ado? Oui ou non, pour ou contre? On verra ça avec une professionnelle. Et puis, pour finir, le coach est-il un parent parfait? Est-ce qu'il sait tout de tout et surtout comment tout résoudre avec son enfant? Eh bien, on posera la question à une spécialiste. Merci en tout cas d'avoir choisi Média TV. On se dit tout pour vous accompagner pendant cette heure. On y va sans plus tarder. Merci à vous, chez vous, d'être avec nous ce matin sur Média TV. Un grand merci à toute l'équipe en régie pour la réalisation et la diffusion de cette émission et surtout à mes invités qui ont accepté d'être avec nous ce matin dans On se dit tout. Asma Chawqi, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment d'être là. Merci à toi, Yasmine. Alors vous êtes coach académique et coach spécialisé en développement personnel. Vous êtes aussi maman de 2 enfants. Donc fratrie, quand la rivalité nous tient, eh bien, c'est un sujet qu'on va discuter avec vous dans un petit moment, justement. Ensuite, faut-il être l'ami de son ado? Amal Hassoun, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste en discipline positive, vous êtes également coach. Et puis, on va partir de votre expérience, mais aussi de votre formation pour savoir si oui ou non, il faut être l'ami de son ado. Et puis, à vos côtés, Mona Sqli, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour, c'est un plaisir de revenir. Merci infiniment, vous êtes consultante, vous êtes également coach. Mais avec vous aujourd'hui, on va parler un petit peu de la sphère privée. Est-ce que le coach est forcément un bon parent? L'idée est venue, comme vous le savez tellement bien, d'une discussion qu'on a eue ensemble en tant que mère, en tant que femme, lors d'un trajet en voiture. Et on s'est dit pourquoi ne pas en parler justement parce qu'on se dit que les coachs savent tout de tout. Est-ce que c'est forcément plus simple pour vous? Eh bien, vous allez nous répondre dans un petit moment aussi. Merci en tout cas, mesdames, d'être là avec votre bagage, votre information, mais aussi votre bagage personnel. Parce qu'il y a beaucoup de persos aussi qui ressortent dans ce genre de sujet. Et d'abord, pour commencer peut-être, de façon générale, est-ce qu'on peut dissocier le personnel, le vécu, le bagage personnel, l'expérience, de ce type de thématique? Je fais un tour de table. Asma, quel que soit le sujet justement, est-ce qu'on peut dissocier le vécu, votre expérience, de ce que vous nous dites en général? Est-ce que c'est seulement les livres, la formation, c'est aussi Asma? Moi, je vais parler de moi et je crois que tu l'as souvent senti dans nos émissions radio. Ça émane toujours d'une expérience personnelle. C'est vrai que la formation, l'apprentissage vient pour consolider, concrétiser, mettre des mots justes sur l'expérience et la rendre plus accessible, plus, si on peut dire, plus professionnelle. C'est ça. Voilà. Amel? Oui, nous sommes tous des parents et donc forcément on a une expérience. Bien sûr, c'est un aller-retour incessant entre la théorie et la pratique. C'est ça. On fait de la théorie, on pratique, on théorise. Mais quand on est en consultation, il est clair que là, on se met la casquette du professionnel. On essaye justement de mettre de côté notre vécu, notre expérience, pour qu'il n'y ait pas de parasites. Mais ça n'empêche pas que, par la suite, on peut ramener ça à des situations personnelles. Mais quand on est en consultation, quand on travaille, on se doit de mettre cette barrière, c'est-à-dire de devenir le professionnel et de faire abstraction de sa propre personne. Absolument. Mouna? C'est-à-dire que déjà, par rapport au coaching, dans l'apprentissage lui-même, on apprend à prendre du recul pour être efficace. Donc c'est aussi ça, par exemple dans le coaching scolaire dont je m'occupe, il y a en fait une volonté des parents avec le jeune, mais quand ils viennent, il y a une obligation de résultat, et pour qu'on puisse aider,
justement, on travaille, en fait, c'est une relation qui est tripartite. Ce qui veut dire qu'on prend du recul, mais il y a aussi en fait la responsabilité du parent qui est aussi là pour qu'on travaille main dans la main pour aider le jeune. Mais sur le plateau d'On se dit tout, il y a quand même du personnel qui ressort. Voilà, oui, forcément. Parler de ça. De ça, c'est ça, de la discussion ici. Voilà, quand j'ai parlé, j'ai vraiment mis de côté l'accompagnement. Et j'ai parlé émission. Émission, tout à fait. Oui, il y a du personnel. D'accord, je vous rejoins. On y va, mesdames? On démarre nos discussions. Allez, on y va, c'est tout de suite et c'est avec vous, Asma Chaouri. Alors, on va parler de rivalité dans la fratrie, Asma, et souvent, on va dire, on a l'impression que dans la sphère familiale, intime, de la petite famille, avec ses frères et sœurs, on est en sécurité absolue, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité, on est, on va dire, dans son cocon le plus absolu. Or, la réalité démontre parfois malheureusement le contraire. D'abord, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Malheureusement ou heureusement? Oui, alors malheureusement ou heureusement justement, qu'est-ce qu'il faut dire dans ce genre de contexte? Donc la rivalité, c'est quelque chose qui se vit dans tous les foyers. Et c'est quelque chose, si j'ose dire, de légitime. Parce qu'un enfant, quand il vient au monde, il va venir d'abord tout seul. Oui. Et donc, il a tout l'amour. Et l'attention des parents, c'est pour lui. Et l'enfant, c'est inné chez lui, ce besoin d'amour et d'attention exclusif. Et dès qu'il y a un autre enfant qui vient, ça va susciter chez lui ce sentiment, on ne va pas nommer ça de rivalité, mais un sentiment, c'est un besoin. Au fait, la rivalité, c'est juste une résultante d'un besoin chez l'enfant. Quand il y a un deuxième enfant, automatiquement, les parents ils vont commencer à donner de l'attention et de l'amour, du temps à ce bébé. Et le deuxième enfant, il va sentir qu'il commence à avoir moins d'attention, moins d'affection. Et peut-être, parfois, l'enfant, il va même aller jusqu'à s'imaginer qu'il commence à avoir moins d'importance au sein et moins d'amour au sein de cette. Mais est-ce que ça veut dire que le second ne ressent pas ces choses-là? Pas du tout, pas du tout. Donc ça, c'est au début voilà. C'est l'aîné et le petit. Maintenant, quand ce bébé-là, il va grandir, il va aussi, lui aussi, il peut être sujet de ces sentiments-là et de ces besoins quand il va voir que son grand frère ou sa grande sœur est capable de faire des choses que lui ne peut pas faire, qu'il reçoit des choses que lui, il ne reçoit pas, que ce soit des choses matérielles ou affectives, peut-être des éloges, peut-être des compliments. Et tout ça, ça va aussi susciter chez lui ce sentiment-là, ce besoin de... Pourquoi lui et pas moi? Voilà, pourquoi c'est toujours elle et pas moi? Voilà. Mais est-ce que c'est utopique ou c'est idéaliste de se dire que finalement, au sein de la fratrie, il ne devrait pas y avoir ça? On est avec sa chair, sa chair et son sang, avec son frère, avec sa sœur, et normalement, il ne devrait pas y avoir de sentiments négatifs. Vous allez me dire ça, c'est normalement, mais... Oui, c'est parce que c'est humain. Donc, comme j'ai dit, l'enfant, il a ce grand besoin d'amour et d'attention. Et c'est à travers ses parents qu'il va se sentir en sécurité, qu'il va pouvoir se développer, avoir sa place que ce soit dans la famille ou dans la vie en général. Et donc, il va se sentir menacé, surtout quand il y a des comportements des parents, des comportements inconscients des parents qui accompagnent cette relation de frères et sœurs. Et donc, c'est pas... en fait, on ne va pas dire que
dans toutes les fratries, ça va se passer comme ça. Il y a une rivalité. Et il y a aussi, aujourd'hui, moi je vais dire qu'il y a une rivalité qui est saine et une rivalité qui est malsaine. Est-ce qu'il faut justement que les parents créent cette rivalité saine, où idéalement, ils doivent justement faire attention au ressenti de chacun, avoir de l'empathie pour chacun. Exactement. Pour éviter de créer carrément cette rivalité. Parce qu'il que faut d'abord, l'éviter complètement? qu'est-ce qui crée cette rivalité et qu'est-ce qui va pousser les enfants à aller plus loin? Et parfois, on va voir qu'il y a de la violence même entre les frères et sœurs, une violence verbale ou physique. Vous avez des parents, par exemple, qui vous disent mais il tape constamment son frère, il tape sa sœur tout le temps. Exactement. Dès que je dois tourner, il le tape. C'est une façon d'exprimer, surtout quand, et ça commence à un âge très très précoce, c'est une façon d'exprimer des émotions. C'est une façon d'exprimer des besoins qui sont inassouvis. Et donc, comme un enfant, il n'a pas les mots à mettre sur ce qu'il est en train de ressentir, il va l'exprimer en tapant, en criant, en mordant, en faisant des choses comme ça. Il ne le fait pas parce que c'est un enfant méchant. Méchant, on entend souvent « Ah, tu es méchant, tu frappes ton frère, tu frappes tu mords. » Il le fait parce que c'est un enfant qui a des besoins. Donc, au fait, c'est un appel au secours. Voilà, c'est un appel au secours. Et les parents, ils doivent être très, très vigilants par rapport à ça. Parce que ça peut traîner toute la vie, en fait. Oui, parce que ça grandit. Ça grandit. Surtout, tu as parlé d'empathie. Surtout quand l'enfant n'a pas cette empathie, que les parents ne donnent pas assez d'empathie, qu'ils ne démontrent pas que je comprends ce qui se passe chez toi et je comprends que c'est tout à fait normal que tu sois en colère contre ton frère, que c'est tout à fait normal que tu aies besoin que je passe avec toi plus de temps. Donc, c'est-à-dire que ce que l'enfant n'arrive pas à exprimer aux mots quand il est encore petit, c'est le rôle des parents de l'exprimer à sa place. Mmh. Et donc, quand l'enfant se sent compris et entendu, quand on lui montre qu'il a le droit de ne pas aimer son frère ou sa sœur parce que la maman, elle a passé plus de temps, elle a passé une demi-heure à le changer, à donner le biberon ou bien à faire les devoirs avec ou n'importe, il a le droit de se sentir d'avoir un sentiment. Voilà, et c'est aux parents de donner cette permission à l'enfant d'exprimer ses sentiments, d'exprimer sa colère par les mots, par plusieurs façons, mais pas par une sorte d'agressivité. Tout à fait. Donc, c'est vraiment ça. Et une fois l'enfant il se sent entendu et compris, la colère, elle s'atténue. Et donc, le rôle des parents, c'est vraiment ça, c'est être dans l'empathie, être à l'écoute et permettre à l'enfant d'exprimer ce sentiment de... ça donne quoi à l'âge adulte, justement, quand c'est mal géré à l'enfance ? Ça donne toujours cette rivalité. Au fait, ça peut générer en haine, en un sentiment, surtout s'il y a un des frères et sœurs qui continue par exemple, à taquiner, oui, à blesser l'autre. Et quand ça peut continuer même à l'âge adulte ? Ça peut continuer. Il y a des cas, il y a des enfants qui... on a même pas que les enfants, on a aujourd'hui des adultes, beaucoup d'histoires. De famille. Voilà, moi, je reçois plusieurs dames en coaching qui parlent de leur relation avec leurs frères ou leurs sœurs et qui en souffrent jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et surtout, quand les parents, ils participent à ça. C'est ça. Parce que là, les parents, ils peuvent jouer ou bien le rôle de la personne qui va comprendre, qui va donner de l'empathie, qui va encourager les enfants à résoudre leurs problèmes, à trouver des solutions, qui va encourager le partage, la coopération, etc. Comme ils peuvent
et je le dis toujours inconsciemment, pas c'est ça, contribuer à... Voilà, contribuer à cette rivalité. Et surtout, ce qui va mettre du gaz, comme on dit, sur le feu, c'est le fait de comparer. C'est ça, la comparaison. Alors, la comparaison, c'est ça qui va vraiment augmenter ce sentiment de rivalité entre frères et sœurs. Alors, on va sur les questions des téléspectateurs. Pour vous, Asma, on a Ahmed qui dit « Les parents n'avouent jamais qu'ils ont un préféré et pourtant leur comportement le trahit ». Est-ce que les parents ont un préféré? Au fait, quand on a 2 ou 3 enfants, il faut avouer que les 2 ou 3 enfants, ils sont différents. Et donc, on va les aimer différemment. C'est tout à fait normal. Et donc, ce que les parents aujourd'hui doivent faire, aujourd'hui, j'ai utilisé beaucoup le mot devoir. C'est un mot que je n'aime pas utiliser, mais là, je l'utilise. Ce qui est important de faire, c'est de démontrer à ces enfants que on ne peut pas, et c'est tout à fait légitime, on ne peut pas aimer les enfants d'une façon uniforme, mais on peut les aimer d'une façon unique. Et donc, quand ils sentent qu'ils sont aimés d'une façon unique, et chacun, il est différent, chacun, il a ses atouts, chacun, il a ses petites... sa particularité. Et le démontrer. Et en parler. Le valoriser. Valoriser et vraiment parler de ça à son enfant. Alors à ce moment-là, ils comprennent que on n'est pas égal dans notre façon d'aimer. Il n'y a pas de préféré, il n'y a pas d'égalité, mais il y a de l'équité. Merci beaucoup Asma, merci infiniment. C'est un plaisir de vous suivre par rapport à cette thématique. On reste ensemble. Je voulais vous faire intervenir, mesdames, mais Asma a développé point par point, donc je n'ai pas pu l'interrompre. Merci beaucoup. On reste ensemble. On parle cette fois-ci de l'adolescence. Faut-il être l'ami de son ado? Je pense que beaucoup de parents se posent la question. Amel, c'est tout de suite. Amal Hassoun, vous êtes spécialiste en discipline positive et vous êtes coach parental et scolaire également. Et avec vous, cette histoire justement d'amitié parents-ados, je vais vous poser la question là encore, mesdames. Mouna, est-ce que vous êtes posé cette question? Quand vos enfants sont arrivés à l'adolescence, quand l'aîné surtout est arrivé à l'adolescence, est-ce que vous vous êtes dit, je dois être son ami ou pas? Ou la question ne vous a jamais traversé l'esprit? En fait, la relation, elle se crée d'elle-même. Après, notre attitude fait qu'il y a une communication qui change la relation. J'ai un adulte et j'ai une ado, donc comme j'ai 2 enfants. Oui, mais le premier, enfin, vous vous êtes posé la question, j'imagine, quand l'adulte était ado. Oui, mais bon, comme c'est un garçon, peut-être qu'on est plus facilement proche de l'ado-fille pour partager des choses typiquement féminines. Oui. Peut-être, mais ils ont leur vie à eux, quoi. C'est ça. Mais la relation copain avec son ado pour savoir ce qu'il fait, c'est en quelque sorte pour le pister que les parents se disent « je veux être l'ado de moi ». C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est surtout pour le pister en fait. Alors il y a de tout. Moi quand je reçois des parents en consultation et qui me parlent, quand cette phrase, c'est une phrase culte, hein, souvent elle ressort, ils me disent « nous sommes copains, je suis le copain de mon enfant ». On se dit tout. Et là, oui, et là je creuse. Je veux voir ce qui met derrière ce « je suis copain avec mon enfant ». Et alors, vous avez de tout. Vous avez des parents qui, enfin, des parents qui ont été élevés dans un autoritarisme et qui n'avaient vraiment pas une belle relation avec leurs propres parents. Ils vont privilégier la relation. Et donc, pour eux, pour préserver leur relation avec leur enfant, pas de frustration. Je permets tout, je donne tout. Et en même temps, ils sont là en consultation parce que leur enfant est violent, leur enfant est agressif, leur enfant est un éternel insatisfait. Il n'est jamais content. Et ils ne comprennent pas que c'est parce qu'ils n'ont pas posé de limites, qu'ils ne peuvent pas tout permettre à cet enfant qu'ils obtiennent des résultats pareils. Donc vous avez cette situation et vous avez les fameux parents qui se disent « je suis copain avec mon enfant, tu me racontes tout ». Tu me parles et de toi et de tes copains. J'ai besoin de tout savoir. En fait, c'est pour contrôler. Et ils contrôlent, ils vont guider
téléguider, je vais dire téléguider l'enfant pour l'amener là où ils veulent. Et ce sont des parents qui sont dans le contrôle. Et en même temps, pardon, mais ces ados sont quand même intelligents. Hein. Ils le comprennent. Ils le comprennent. Ils le comprennent. Ils finissent par le comprendre. Et les parents sont là en consultation parce que l'enfant n'a pas confiance en lui. L'enfant n'a pas confiance en l'adulte. Hein. Ouais. Et il est toujours en rébellion parce qu'il a compris que les parents le manipulaient. Et donc, il va se méfier plus que jamais de l'adulte, bien sûr de ses parents, et de l'adulte. Mais les parents ne se rendent pas compte, justement. Mais vous avez aussi des parents qui se disent copains, mais qui, en fait, ils sont bienveillants. Et ils posent en même temps l'autorité. Ce sont des parents qui savent écouter leur enfant, qui savent l'accompagner, qui savent... À ces parents-là, je dis, vous n'êtes pas des copains, vous êtes des parents, vous faites juste votre boulot, correctement votre boulot de parents. Parce que vraiment, les parents ont besoin de préserver leur relation avec les parents, avec leur adolescent. Ce qui est positif, c'est bien de rester en bonne relation avec son ado, mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Parce qu'un ado, il a besoin, si je suis son copain, qui est son parent, hein, qui va faire le rôle du parent, qui va être à l'écoute, qui va mettre un cadre, qui va accompagner, qui va l'aimer inconditionnellement, qui va lui permettre de faire ses erreurs et de lui apprendre, de lui permettre d'apprendre de ses erreurs. Et c'est de ça dont a besoin un adolescent, d'un parent qui va lui montrer le chemin, qui va lui laisser la possibilité, qui va l'outiller pour faire ses propres choix. C'est important. Mais dans la tête des parents, être copain avec son ado, c'est en fait tout se dire, tout se raconter, tout savoir de son enfant. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, Amel? C'est un petit peu ce qu'on disait, c'est que ces parents-là, c'est un peu du voyeurisme, je vais dire. Ils ont besoin de tout savoir, ils sont dans le contrôle. Et ils vont téléguider, c'est-à-dire là, il y a du danger, viens par là. Mais c'est rassurant pour le parent de tout savoir, parce qu'on l'inquiétude, parce que l'adolescent, c'est quoi son métier? C'est de mettre un mur entre lui et ses parents pour grandir, pour pouvoir faire ses expériences. À l'abri du regard des parents. Mais si le parent se met à tout voir, ça va empêcher l'adolescent de faire ses expériences. Donc voilà, mais il faut laisser un espace, il faut garder, parce qu'on ne peut pas quitter son rôle de parent pour devenir le copain de son enfant, faire les mêmes choses que son enfant. L'enfant a besoin, l'adolescent a besoin d'avoir des parents avec leur génération, que des parents appartiennent à sa génération. Ça ne dérange pas l'ado. C'est vraiment être dans une compréhension, comprendre la génération qui vient, lui permettre... élargir un cadre, parce que ce qu'on a autorisé pendant que l'enfant est petit, bien sûr, il faut réviser ce cadre et mettre un nouveau cadre. Il y a des choses qu'on commence à autoriser qu'on n'autorisait pas. Alors, justement, quelles sont ces choses? Par exemple, on marque une pause, je vous propose de marquer une pause, parce que les parents adorent ce sujet, ils ont presque envie d'un mot d'emploi, en fait, parce que c'est en quelque sorte gérer l'adolescence avec le moins de dégâts possible. Ouais. On en parle avec vous, on continue la discussion dans un petit moment, à tout de suite. Alors on y va une nouvelle fois pour la deuxième partie d'Onzito. C'est un plaisir en tout cas pour nous d'être avec vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Surtout un grand merci à l'équipe en régie pour le suivi. On y va donc. Asma Choukri avec vous, c'était la fratrie. Comment éviter que cette rivalité ne s'installe et permettre à chaque enfant d'être unique et lui permettre justement sa particularité et pouvoir l'exprimer. Dans un petit moment, le coach est-il un parent parfait? Est-ce que vous, les coachs, vous êtes outillés pour tout gérer? Et bien, on va voir si c'est le cas ou pas, parce que je pense que beaucoup se disent « Ah, tiens, les coachs sont de super parents ». Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On en parle dans un petit moment. Et puis, faut-il être l'ami de son ado? Tout dépend de ce qu'on met derrière cette question, et surtout dans le mot, dans justement ce terme-là, être l'ami. Être ami, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner, outiller, et non pas fliquer, comme on a dit tout à l'heure. C'est surtout ça, en fait. Fliquer, et puis tout permettre, parce qu'il y en a pour qui être ami, je suis le copain, c'est que je permets tout. Je sais tout, je permets tout. Je permets tout, et après, je contrôle tout pour d'autres. Donc, être ami de son enfant, c'est, pour moi, on peut pas. On peut mettre de la bienveillance. Si c'est ami pour mettre du respect, oui, bien sûr. Si c'est ami pour être bienveillant, oui, bien sûr. Si c'est pour écouter, savoir l'accompagner,
évidemment. Ne pas lui imposer, c'est ça. Mais être ami pour le fliquer ou pour tout permettre en évitant toute frustration, on dit non. Alors certains vous diront, écoutez, moi, je préfère tout savoir de mon enfant, même ce qui dérange, mais au moins je le sais. Alors, c'est ce qu'ils disent. Ça, C'est ce qu'ils disent tous. C'est ce qu'ils disent. C'est pas certain, c'est tout. C'est l'étiquette. C'est l'étiquette. Au moins, je le sais. Ceux qui sont dans le flicage, ils disent ça. Mais c'est une bonne chose ou pas? Parce que finalement, oui, autant le savoir, même si c'est mauvais. Et après, vous en faites quoi? Mais ce que vous en faites, c'est que vous évitez que ça ne s'aggrave ou que ça ne soit pire. Alors, ça dépend de la personne. Moi, je pense que si c'est des parents qui sont capables de voir et d'entendre et de pouvoir gérer ça avec une bienveillance et de ne pas être dans une angoisse, parce que dès qu'on sait, déjà, parents, on voit le danger partout. Alors, quand on voit le danger réellement, ça devient une catastrophe. Donc, c'est vrai qu'on peut éviter certaines embûches quand c'est vrai que quand on est... moi, je dirais être présent, être à l'écoute, c'est ce qui est important. Parce que fliquer un enfant, ce n'est pas ça ce qui va faire de lui quelqu'un d'autonome, quelqu'un de responsable. Parce qu'ils le sentent, ils le savent, et des fois, ils vont commencer à transgresser parce qu'ils sont dans une phase d'opposition, ils vont aller dans des extrêmes, alors que lorsqu'on les a accompagnés, on les a écoutés, on leur a appris à exprimer leurs sentiments, à exprimer ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas, et être dans cet échange, on va les responsabiliser. Ils vont apprendre que, bien sûr, si on sort et qu'il y a de la drogue, qu'il y a de la cigarette, on va identifier toutes ces choses-là. Il faut les outils. Appelons les choses comme elles sont. Exactement. Voilà. Par exemple, moi j'ai des enfants qui viennent me voir en me disant ouais, il y a de l'alcool, et puis si je ne touche pas, je vais être mal vue parce que j'ai besoin d'appartenir. Et bien sûr là, en tant que quelqu'un, enfin en tant que coach, je vais leur apprendre, je vais les outiller pour faire face à ces situations-là. Et bien sûr, en tant que parent aussi, on peut le faire. On peut leur dire, moi, voilà, quand je suis dans une soirée, je peux être avec des copains. Et tant que... j'ai adoré cette phrase, et pour parler tout à l'heure, on parlait du vécu, c'était mon fils qui me l'avait sorti. Il disait, tant que moi, je ne t'ai pas dit pourquoi tu bois, ne viens pas me dire pourquoi tu ne bois pas. Tant que je ne t'ai pas dit pourquoi tu fumes, ne viens pas me dire pourquoi tu ne fumes pas. Et cette phrase, les ados l'utilisent souvent, ils viennent me dire « Ah ça marche ». Parce que qu'est-ce qui met mal à l'aise? C'est de ne pas appartenir et d'être rejeté. Mais tant que je ne me mêle pas de tes affaires, tant que tu peux faire ce que tu veux, c'est ta vie, je ne m'en mêle pas. Mais ne viens pas te mêler, parce que moi j'ai mes convictions, j'ai mes valeurs. Si j'ai envie d'y toucher, ça m'appartient. Si je n'ai pas envie d'y toucher, ça m'appartient. Et là, ça crée, ça donne une force. Ça donne une force. Ça outille. Et il sait qu'il peut dire non sans être rejeté. C'est ça. Mais d'autres parents, justement stressés, angoissés, diront à cet enfant, mais tu les fréquentes plus, tu les vois plus, tu sors plus avec eux. Bien sûr, c'est surtout ça. C'est la réaction normale. On va dire, on va pas se le cacher. Quand on voit des copains qui font les 400 coups, on n'a pas envie que notre enfant les fréquente. Mais en même temps, il y a des enfants qui sont là. Il va pas avoir une mauvaise influence. Il y en a même qui, en ayant touché à ça, il va protéger l'autre copain parce qu'il se dit, moi j'ai touché, j'ai pas envie que mon copain y aille. Mais bon, parents, quand on le sait, on est en plein stress. Et des fois, sans le vouloir, on tape sur les copains, on va dire « ouais, mais ton copain », alors que notre enfant, il n'a pas envie d'entendre des choses négatives sur son copain, et il va peut-être il va transgresser pour appartenir au groupe des copains. Vous avez pensé à être copine de vos enfants, Asma? Pas vraiment. Non, c'est vrai? Non. Pour vous dire la vérité, j'ai toujours tenu ce rôle de maman. Comme l'a dit Madame Amel, c'est-à-dire mettre un cadre, ami dans le contexte où on va parler, on va communiquer, on va se raconter des choses, partager des choses qu'on peut partager. Bien sûr, en respectant leur vie intime. On a envie de savoir quand même ce qui se passe.
Plutôt. Je ne vais pas le nier. Oui, on a envie de savoir. Il y a cette envie, mais on a cette envie. Moi, j'avais cette envie, mais j'ai jamais été fouiller dans leurs affaires, demander, aller voir les copains et tout ça, faire le flic. Ça, j'ai toujours été contre, mais j'étais là pour écouter, pour communiquer, pour au cas où il y a un problème et qu'ils viennent me voir, etc. Je suis là, et moi et leur père. Mais ils avaient toujours cette idée en tête que nous sommes les parents là qui mettent le cadre, il y a de la bienveillance, mais aussi il y a de la fermeté, il y a un cadre, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Alors, question de Karim qui vous dit « Amel, notre contexte maghrébin nous habitue à une certaine pudeur et il y a certains sujets que nous n'abordons pas avec nos enfants. Faut-il briser certains tabous ?» C'est certainement qui fait allusion à tout ce qui est sexualité, tout ce qui est... C'est vrai que c'est compliqué de parler à son enfant de sexualité et de l'armer et de l'outiller pour justement le protéger. C'est pour ça que l'éducation sexuelle fait enfin son entrée. Oui, mais justement. En même temps, il y a des choses qu'on peut dire sans rentrer dans l'intime. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, Asma. On peut parler de certaines choses sans être rentrer dans son intimité, rester sur ce qui est comment se protéger, comment protéger, qu'est-ce que l'autre a le droit de voir ou pas, qu'est-ce que l'autre a le droit de toucher ou pas, qu'est-ce que moi j'ai le droit de montrer ou pas. Donc les parents sont normalement... Quand on est dans une famille où il y a quelqu'un d'autre qui pourrait jouer ce rôle, pourquoi pas un oncle, une tante, ça pourrait être un oncle ou une tante bienveillant, parce que là aussi, il faut de la prudence. Ça rejoint aussi un sujet qu'on avait déjà traité ensemble, c'est justement comment outiller ses enfants contre tout ce qui est agression sexuelle, contre attouchement, viol, etc. On ne peut pas faire le déni du corps et ne jamais en parler. Non, il faut en parler, il faut justement... protéger aussi cet enfant en lui parlant de ces choses-là, cet ado notamment. C'est important. Et ça commence très tôt. Absolument. C'est vrai qu'on ne peut pas attendre l'adolescence, là où il devient très pudique, pour leur et parler il a de leur envie corps. de mettre cette barrière et de parler du corps. Merci beaucoup Amel, merci infiniment. Alors justement, ce sujet qui vient rejoint tous les autres. Le coach est-il un parent parfait? Mouna Sqli, mais aussi Amel Hassoun et Asma Chawqi pour répondre à cette question. À tout de suite. Allez, on y va donc pour cette rubrique. Mouna Sqli, justement, vous en tant que coach, maman de 2 enfants, un jeune adulte et une ado, est-ce que vous pensez que le coaching fait de vous un super parent, une top maman, on va dire une maman bien outillée? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai compris, à travers mon métier, que les enfants ont plutôt besoin d'un parent bienveillant, d'un parent qui les aime. Mais la perfection, il n'y a de parfait que Dieu. Je veux dire, en dehors de ça, effectivement, dans notre rôle de parent, on a une responsabilité déjà d'expliquer. Peut-être que le coaching aide en termes de communication, d'attitude, pour vraiment expliquer très, très, très tôt à l'enfant en fait, qu'on est dans une structure où finalement, pour exister et développer sa confiance en soi, il y a parfois des attitudes qui sont plutôt positives à adopter, qui vont aider aussi à se structurer en tant qu'enfant et adolescent pour devenir en fait un adulte épanoui. Ce qui aide aussi en tant que coach, c'est que quand on a justement une fratrie, laisser cette fratrie se mettre en place et exister, mais de manière, naturelle, spontanée. Oui, spontanée, parce que c'est quand même, finalement, le parent n'a pas de place dans la fratrie. Honnêtement, c'est quelque chose qui existe entre eux. Et laisser cela se mettre en place, c'est aussi une attitude qu'on adopte, aussi qu'on comprend en tant que coach, parce que, il y a quand même des besoins qui sont beaucoup plus clairs. Pour nous, en tant que parents, l'écoute de l'enfant, le côté positif par rapport à une situation qui vient de se passer en cours, une note qui vient d'atterrir, l'attitude sera plutôt positive pour expliquer que c'est une manière d'apprendre et de faire autrement les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est parent,
on a aussi des émotions qui nous prennent. Voilà. Et ce qui change quand on est coach, c'est que quand on se met en colère, quand on éprouve des émotions en fait assez fortes, c'est d'avoir cette latitude, de pouvoir prendre du recul et revenir par la suite, dire à l'enfant, écoute, tout à l'heure, l'attitude que j'ai eue, elle n'était pas la bonne. Donc j'aurais vraiment préféré te dire ça de cette manière. Et voilà réellement ce que je voulais dire, c'est que j'avais peur pour toi. C'est tellement beau. C'est tellement bien, c'est tellement rassurant. Non, mais c'est vrai, parce que ça, c'est une phrase que pourraient utiliser tous les parents, hein, parce que des fois, on est emporté par l'émotion, par le sentiment, et puis après, on regrette. On se dit, mais bon, ça y est, là, c'est parti, je vais pas me rattraper. Et au contraire, le formuler comme ça, c'est très bien. Et ce qui est sûr, pardon, oui, bien sûr. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on apprend aussi dans le métier de coach à dire à nos enfants et le dire au quotidien qu'on les aime comme ils sont. Ça, c'est une chose qu'on acquiert. Parce que rester à pousser au perfectionnisme, finalement, ça ne les aide pas forcément à se développer dans le côté positif. Donc, leur dire tous les jours qu'on les aime, c'est important. Alors, par rapport à ce point-là en particulier, aimer son enfant de façon inconditionnelle, je pense que c'est les seuls êtres au monde que l'on aime de façon inconditionnelle. Ses parents également, bon, son conjoint aussi, allez, on va agrandir le cercle pour ne pas faire de jaloux. Mais c'est vrai, mais en même temps, quand on vous entend, vous les spécialistes, vous dites il faut aimer son enfant tel qu'il est, il ne faut pas essayer de l'amener vers cette forme de perfectionnisme. En même temps, on a envie de voir le meilleur en nos enfants. On a envie qu'ils apprennent, qu'ils se développent et tout ça. Et donc on se dit, quel est le juste milieu entre l'amener vers une forme d'émancipation, une forme de développement, d'amélioration, de dépassement de soi, parce que ce sont des choses aussi dont on a besoin à l'âge adulte, et ce respect de ce qu'il est. Oui. Et c'est un trait très fin quand même. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas, sous prétexte qu'il faut laisser l'enfant à son rythme, il ne faut pas le pousser vers le perfectionnement, le laisser faire ce qu'il veut ou ne pas l'amener vers d'autres apprentissages. Justement, c'est-à-dire en tant que parent et coach en même temps, on va peut-être passer des vacances différemment. Peut-être qu'en sachant, parce qu'il y a parfois aussi une déformation professionnelle qui fait que, c'est-à-dire quand on parle à notre enfant et on voit un peu ses réactions, ce qu'il aime ou ce qu'elle aime, et donc on voit peut-être qu'il y a des penchants, il y a des facilités. Donc peut-être pendant les vacances, on va faire en sorte de choisir un pays ou des activités sportives où on pourra mettre en pratique et développer un talent, quelque chose qui lui est propre. C'est dans ce sens. Mais bien sûr que le but, c'est de les développer, mais aussi de les aider à dépasser certains freins. C'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est poser des limites. Ça, c'est notre rôle de parent avant tout. Et c'est ce qu'on comprend aussi en tant que coach, très vite, que les limites les aident aussi à les construire. Ça, c'est indiscutable. Alors, Asma, je vous pose la question également. Vous êtes maman, ensuite vous êtes maman, vous avez été enseignante et vous vous êtes mise au développement personnel et coaching pour devenir aujourd'hui coach professionnel spécialisé, on dit certifié, voilà, cherchez le mot, certifié, coach certifié. Ça change la vie, le coaching? Oui. Ça change la parentalité? Beaucoup. Ça vous rend la vie plus facile? Oui, et au fait, moi, je le dis toujours, il y a l'avant et l'après. Donc, il y avait la maman comme toute autre maman qui n'a jamais appris le métier de parent, qui faisait avec les moyens de bord, ce que je voyais, comment moi, on m'a élevé, les parents, les amis, etc. Et j'avoue aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment, il ne fallait pas faire ou il fallait faire autrement, mais c'était... C'était comme ça. C'était comme ça. Voilà, l'information n'était pas là. C'était comme ça. Et donc, après mes formations, j'ai commencé à voir le monde autrement. Et j'ai appris beaucoup de choses dans la relation humaine en général, pas que avec mes enfants, mais surtout par rapport aux enfants, par rapport à l'éducation des enfants. Et vraiment, il n'est jamais trop tard. Ce qui a été fait est fait. Aujourd'hui, mes enfants... aujourd'hui, c'est le coaching qui m'a permis de discuter avec mes enfants, de parler de l'avant et de l'après, aussi de demander pardon des erreurs qui ont été commises d'une façon inconsciente. C'est important de demander pardon à ses enfants?
pour moi, c'était très, très important. Ça me permettait d'être alignée avec moi-même. Parce que je ne pouvais pas prêcher des choses que moi, j'avais faites. Je ne pouvais pas dire, par exemple, aux parents, il ne faut pas punir vos enfants aujourd'hui. Moi, je suis tout à fait contre la punition, alors qu'à un certain moment, moi, j'ai puni mes enfants. Donc, alors, pour pouvoir aujourd'hui dire à haute voix « je suis contre la punition », il fallait d'abord que je demande pardon à mes enfants et leur expliquer voilà, le pourquoi et le comment des choses. Et les enfants, quand on leur demande pardon, on leur parle comme ça, on sent qu'il y a un certain apaisement. Et l'éponge est vite passée. Voilà, quand on dit pardon, quand on demande pardon à ses enfants, ils oublient très vite. Et aujourd'hui, jeune adulte. Voilà, aujourd'hui, je sens que quand la relation entre nous, c'est devenu la relation de maman et papa coach. Pas que maman et papa. C'est parents, coach. Parce qu'ils... Donc ils attendent la perfection de... Ça met la barre un peu trop... C'est plutôt la compréhension. Aujourd'hui, ils savent que tout ce qui peut arriver, tout ce qu'ils peuvent faire, ils vont trouver quelqu'un qui va les écouter et les comprendre. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui se passe, même de mauvais, dans la tête d'un parent coach ou de l'enfant d'un coach, c'est pas grave? Tout peut arriver, c'est pas grave. C'est pas grave, mais quel apprentissage je tire de ça? C'est surtout ça. Donc, toute chose qui va arriver, quel est le bon côté de cette chose? Et que dois-je faire pour y remédier et aller de l'avant? Et donc, quand les enfants, ils savent qu'ils ont des parents qui sont capables de comprendre ça, donc ils sont ouverts, on n'a pas besoin de faire le flic pour comprendre et pour voir tout ce qui se passe dans leur vie. Ça, c'est l'expression, bien sûr. On n'a rien contre le métier est noble et beau. Mais ça, c'est juste... Voilà. On va éviter de la répéter parce que sinon, on va croire qu'on est contre. On n'est pas du tout Non, on n'est pas contre, mais c'est-à-dire... C'est l'expression. On utilise le mot Colombo. Le Colombo. Voilà, enfin voilà, l'idée n'est pas justement d'être sur leur dos. Non, mais ils sont là, ils sont ouverts. Ils savent qu'ils ont des parents qui sont ouverts, qui acceptent la différence. Et en même temps, eux aussi, ils apprennent ça. Ils intègrent. Ils intègrent. Moi, je sens que chez mes enfants, ils sont en train d'intégrer cette posture de coach. Alors, justement, est-ce qu'il y a, par exemple, des moments où le parent coach, quand même, se retrouve désarmé? Une situation dans laquelle, finalement, on n'a pas de réponse, on n'a pas d'explication. Oui, bien sûr, ça arrive en tant que parent, en tant que personne, en tant qu'être humain. Bien sûr, cela arrive, mais je pense que les enfants attendent plutôt d'avoir un parent qui est authentique, voilà, qui ne ment pas. J'ai pas de réponse à ça, tu me laisses du temps, je ne suis pas capable d'être ce que tu attends pour l'instant, parce que je suis trop dans la colère, par exemple. Donc, cette prise de recul, c'est peut-être ce qu'attendrait en fait un enfant, et qu'on puisse ensuite lui parler et lui dire, écoute, franchement, voilà, j'aurais préféré que ce soit autrement. Bien sûr, mais l'authenticité, c'est cela. Et puis, de toutes les façons, je pense que déjà, quand il y a des mots, quand il y a de l'émotion, c'est bien. C'est quand on n'a plus à rien à se dire, ou là, vraiment, c'est grave. Alors, avec vous, Amel, on peut même pousser un petit peu l'arbre généalogique un peu plus loin. Est-ce que le coach est un grand-parent parfait? Du tout. Ah, si. Moi, je dirais oui. Ah oui, elle est top. Non, mais c'est juste qu'on est à l'aise avec notre imperfection. C'est ça la différence, c'est-à-dire on l'accepte mieux, on sait qu'on ne peut pas être ni parent parfait, ni grand-parent parfait, mais comme vous l'avez si bien dit, c'est on est plus outillé pour gérer nos imperfections, gérer nos moments de crise. Nous avons tous des moments de crise, hein. C'est pas parce qu'on a été formé en coaching que l'on n'a plus. On fait un travail sur nous pour apprendre à mieux comprendre nos émotions, on comprend mieux ce qui se passe, on a plus d'outils, mais la vie est ainsi faite. Hein. Elle est faite de moments où on va se heurter, des fois on va blesser. Et ce qui est génial, c'est qu'on a des outils pour demander pardon, on met notre ego de côté. Et ça, c'est important. On fait un grand travail sur notre ego et on peut dire même à un enfant tout petit, désolé.
j'avais pas à te faire ça ou à te dire ça. Et l'enfant dit, c'est pas grave, c'est Oui, trop ouais, mignon ouais. quand on voit. Et on retravaille. C'est comme ça, on grandit. Comme eux, ça leur permet de dire pardon aussi. Des enfants à qui on a dit pardon, ils apprennent à dire pardon. Ils savent que ce n'est plus une question d'ego, mais que c'est une relation normale. On peut, comme les voitures, moi je dis, des voitures dans le garage posées, elles vont pas se cabosser, mais dès qu'elles sont en circulation, elles risquent de se cabosser. Et donc, quand on se cabosse, on va réparer et on va redresser la tôle. Et ben c'est ça, une relation, elle est amenée à être cabossée et à être réparée. Alors, les questions quand même, on a. Est-ce qu'il vous arrive de demander de l'aide? Est-ce que je demande de l'aide? Tout d'abord, quand on est parent, on est deux. Oui. Tout d'abord. Et puis, on demande de l'aide d'abord quand il y a effectivement quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'arrive pas à dire. Et bon, on travaille sur soi. Donc l'aide, c'est d'abord aller faire des recherches, comment on va faire, effectivement, et puis bien sûr, on demande de l'aide. Et je pense que cette capacité à dire « je ne peux pas » et « j'ai besoin d'avoir de l'aide », je pense que c'est essentiel. Alors, vous avez soulevé un point qui est très important. Vous avez dit, parents, on est deux normalement. Il y a la maman et le papa. Logiquement, on les fait à deux. Logiquement, exactement. Et donc, quand la maman est coach et que le papa n'est pas dans la posture du coach, pour vous, Asma, c'est plus simple. Vous êtes tous les deux formés. Mais voilà, je me pose la question quand même. Est-ce que c'est pas compliqué finalement quand on n'est pas marié avec un coach, enfin, une posture de coach, et que l'autre personne est un individu normal, voilà, c'est-à-dire. Il faut espérer en fait. En plus, qu'il soit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un objectif commun. C'est faire grandir des enfants dans un environnement qui est sain, qui est positif. C'est en fait ça, un objectif qui est commun. Et puis, ça reste un papa. Oui, bien sûr. Je ne parle pas de votre mari en particulier, bien sûr. En général. En général, bien évidemment. En général, est-ce que c'est pas compliqué? Parce que, par exemple, en tant que coach, on peut savoir que finalement, il ne faut pas utiliser ces mots, il ne faut pas utiliser ces injonctions, il ne faut pas utiliser ces phrases, il faut pas. Et finalement, l'autre, le papa, le conjoint, les utilise. Il s'emporte parce qu'il est en colère, il se dit bon, ben, c'est pas grave, il va grandir, il va oublier. Ce genre de choses, est-ce que finalement, Amel, vous voit acquiescer? Oui, le parent qui est resté à la maison, qui n'a pas eu de formation, qui n'a pas suivi ce cursus, il voit son conjoint changer, donc il s'inquiète, il se dit qu'est-ce qui se passe? Et celui qui a eu la formation, il a envie tout de suite que l'autre change. Donc il faut y aller tout doucement, il faut comprendre. Mais c'est frustrant pour celui qui est en train de changer, de voir que l'autre est... Surtout quand ça impacte les enfants aussi. On pense que on veut le meilleur pour l'autre. On a tout de suite envie d'avoir une baguette magique et le changer. Non, il faut lui donner le temps, qu'il intègre, qu'il digère, qu'il nous voit changer, nous, et qu'il accepte ce changement. Tout à fait. Et puis en général, quand on a changé, l'autre change. Ça suit aussi. Ouais. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été là. Merci infiniment. Alors, je vous remercie, Asma Chawqi, bien sûr, pour ce sujet sur la fratrie, mais aussi pour toutes les autres interventions. Amel Hassoun, vous êtes également coach. Et puis, Mouna Sqali, merci beaucoup. Souvent, avec vous, on parle d'entreprise, mais aujourd'hui, on a parlé de ce volet très personnel. Avec plaisir. Du parent coach. Merci infiniment, mesdames. Merci à tout le monde en régie. À très vite sur Média TV. Au revoir.